Kevin et Guillaume, bonjour. 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 Salut. Bon, on est toujours en Bolivie. La dernière fois, on a découvert un peu votre ascension, l'acclimatation aux hautes altitudes. Exact, Là, on oui. va faire un focus sur La Paz et on va essayer de revenir un petit peu avant et parler du Salars. Vous allez revenir en détail sur ce désert de sel. Alors, vous nous replongez un peu dans le contexte. Vous n'étiez pas que tous les deux, il y avait d'autres personnes avec vous. Déjà, on était avec, Denis, avec Maïwen et avec Alice, donc toujours notre groupe de 5. Et arrivé à Uyuni, là, on a été dans un lieu très sympa, un gîte pour cyclistes, une maison des cyclistes, Casa des Ciclistas, comme on en trouve beaucoup en Amérique du Sud. Super bien accueillis, et là on rencontre beaucoup de monde et beaucoup de Français étonnamment. Alors là, ça c'était la première fois qu'on voyait autant de cyclistes français, des familles, des couples, c'était très sympa. Et puis donc on se prépare pour traverser le Salar qu'on estimait entre 2 et 3 jours, donc on a eu le temps de préparer tout ça. Et au début, on est parti à 5 en direction du Salar. Il faut savoir qu'on était déjà dans cette région, on était sur l'altiplano, donc à environ à 3500 mètres d'altitude, en gros. Enfin, on sillonnait à ces hauteurs-là. Et on a pu donc attaquer comme ça le Salar d'Uyuni, entrer sur le Salar. Juste une précision pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, un Salar, c'est un désert de sel. Et celui-ci est parmi les plus grands du monde, voire le plus grand du monde, c'est ça ? C'est ça, ouais. Salar d'Uyuni, c'est la plus grande étendue de sel au monde. Et elle est très connue pour aussi son lithium. Il y a une grosse exploitation du lithium là-bas. Et après, il y a d'autres salars en Bolivie. Et il y a pareil, la même exploitation de lithium. Il y en a également au Chili. Et pour avoir une idée de la superficie, c'est grand comment comme 200 km, il me semble, de large. En gros, c'est 200 km de diamètre, il me semble, Guillaume. Je ne sais plus les chiffres exacts. Et vous allez le traverser ? Il est grand, il est très très grand, 10 000 km². Et vous allez le traverser là ? On va se rendre compte. Pardon ? Vous allez le traverser, ce désert ? Alors oui. En fait, il s'est beaucoup préparé quand même, mais il y a énormément c'est un peu une route hyper connue pour les cyclo-voyageurs. Du coup, il y a énormément de détails sur Internet parce que ça ne se fait pas, ou peut-être que certains arrivent à aller très vite, mais ça ne se fait pas en une journée. Donc, alors nous déjà, la spécificité, c'est que partie de cette Casa des Ciclistas à Uyuni, on a retrouvé d'autres voyageurs à vélo et on était, il me semble, 9. À traverser ce désert de sel. Donc on a fait l'entrée, on a fait déjà une première très belle journée, sans vent de face, il y avait vraiment un climat exceptionnel, avec un ciel bleu, enfin bref, c'est magnifique. Mais tu parles de climat, je te coupe, parce que comme on sait que c'est un désert, est-ce qu'il fait très chaud ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, tu as la saison des pluies, et tu as la saison sèche qui est plus froide. Donc nous, en l'occurrence, on était dans cette période-là, on était dans la saison sèche froide. Donc on avait une journée relativement correcte parce qu'il y avait du soleil. Donc dès qu'il y a du soleil en Bolivie, ça allait parfaitement bien. Mais par contre, le soir, souvent on se dépêchait, tu vois, on cuisinait assez vite. Et puis le soir, tu finis dans la tente pour réchauffer ton propre atmosphère. Et c'est comme ça que tu arrives je sais pas, il devait faire entre 0 et peut-être moins 10 au grand maximum dans cette zone. Du coup, oui, c'est ça, c'est lié à l'altitude aussi, donc il fait très froid comme dans tous les déserts en fait. Exactement, ouais. Exact. Non, mais il faisait pas chaud comme au désert du Sahara, quoi. Carrément pas. Et du coup, voilà, on a fait cette halte en fait au milieu. Il y a une île où on a pu dormir dans le musée de l'île. On nous a offert l'hébergement, il me semble. Enfin bref, un monsieur qui a l'habitude de recevoir des cyclo-voyageurs et beaucoup de touristes. Et ensuite, une deuxième journée pour sortir du Salar. Et là, pareil, on s'est lancé. Là, on n'était plus que 5 cette fois-ci. Et on a fini le Salar en beauté avec la fameuse photo hyper cyclo-voyageur, tu sais, où tout le monde est tout nu. Et ben voilà, on a terminé comme ça le Salar, quoi. Ah ouais. Il faut que on peut la trouver cette photo sur votre site. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que c'est un grand classique. Alors on ne sait pas d'où vient cette légende de voyageurs à vélo, mais tous ceux
tous les voyageurs qui passent par là, c'est de coutume de se prendre en photo tout nu. Alors après, voilà, on fait un peu ce qu'on veut quand même, et de la publier sur Internet, c'est assez rigolo. C'est vrai que ça montre un certain décalage. Et, on était contents et fiers de la faire enfin, parce que ça faisait tellement d'années qu'on voyait cette photo. Et là, enfin, on l'a fait. Donc, c'était assez symbolique. On n'en a pas fait qu'une même. Ah oui. On a fait plusieurs photos. Est-ce qu'il y a des photos qui sont censurées? Ouais. Dans le symbole, il y a aussi ça, quoi. C'est que chacun essaie de s'arranger pour censurer les parties intimes, quoi. Donc c'est toujours rigolo. Il y a beaucoup de créativité. Mais est-ce que vous avez fait une photo à 9 ou alors vous l'avez fait par groupe? Non, c'était 5 à ce moment-là. Non, on était 5. On n'a pas fait le truc à 9. Ah oui. Ça aurait été chouette, mais bon, après, il y en a qui sont pour, d'autres contre. Enfin, c'est un sujet qui fait parler. Ben oui. C'est chouette. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect liberté derrière cette photo. C'est nous qui avant, on était dans une vie où on bossait, où on avait presque une routine qui était là, et enfin on fait ce voyage à vélo, donc on est super content, et enfin on arrive dans Salars, qui est un des paysages les plus fous, enfin tout l'altiplano, on est tellement haut, il y a tellement de couleurs, et puis on se sent tellement seul, et on peut faire ce cliché sans problème. Enfin, il y a tout un cheminement qui fait qu'on en arrive là à cet instant, on pose le trépied, et puis ça y est, qu'on peut la faire. Tu sais même pas quoi faire tellement c'est fou. On voulait faire plein de choses sur ce Salars. Il y a aussi, vu que c'est un Salars que du coup t'as aucun art, t'as aucun repère, donc tu peux faire des photos avec de la perspective, des photos un peu drôles. On avait plein d'idées, mais alors dès qu'on les faisait, le rendu était pourri. Mais on était contents de les faire, ces photos. Si on a vu des trucs sur Internet, des photos totalement folles, on se dit, on va faire ça, mais on n'avait pas de matos. On avait envie, hein. Mais on ne pouvait pas. C'était un peu trop technique. Mais on était contents. Bah oui, c'est ça l'essentiel. Et est-ce que vous avez posé avec vos vélos tout nus? Ou alors les photos, je les ai pas vues, donc est-ce que vous êtes tout seul ou alors c'est avec les vélos? Est-ce que la coutume, elle inclut le vélo? Ça fait partie de la tradition que de faire... c'est une tradition typique non, mais des voyageurs. C'est une tradition pour les cyclistes ou pour tout le monde? Ouais. Moi, en tout cas, de ce que on s'était un peu renseigné sur Internet, c'est beaucoup de cyclistes. Apparemment, il y en a un qui a commencé à faire ça. Et depuis, tout le monde, enfin, une grande partie, on va dire, bien sûr, on n'a aucune obligation, passe par cette étape symbolique et signe, je pense, de ce que disait Guillaume, de liberté, c'est évident. Et du coup, nous, voilà, on avait nos vélos et d'autres accessoires qui cachent le nécessaire, quoi. Mais est-ce que la photo doit être prise à un endroit précis ou peu importe? Non, tout est blanc. Hein. Le Salars. Ouais. C'est tellement grand, vaste que nous, on l'a fait plutôt vers la fin. Mais non, il n'y a pas. Faut rien voir. Faut voir l'horizon. Faut essayer que ce soit sans montagne en fond. C'est pas simple à faire parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Enfin, il y a tellement rien sur le Salars qu'on voit les montagnes qui sont 50 km devant nous. Bien sûr. Et donc, et du coup, après cette pause photographique, vous avez repris la route. Voilà. Et vous avez fait des rencontres un petit peu, des trucs sympas avec des familles, des hébergeurs. Dans la ville, le petit village où on est arrivé, Tahua, il fallait déjà nettoyer nos vélos. Ça, c'était important. Pédaler sur un Salars, on accumule du sel. Et ça, c'est pas bon pour tout ce qui est transmission. Donc, il fallait vraiment le nettoyer. On a eu la chance, dans ce petit village, de rencontrer le gérant, enfin le gardien de l'école, qui nous a autorisé à dormir dans une salle de classe. Donc, super. C'est comme le disait Kevin avant, la nuit, il faisait froid. Donc, c'est bien d'avoir un endroit fermé. Et on a pu prendre un jet d'eau pour nettoyer, passer un coup d'eau, et puis brosser un peu pour enlever un maximum de sel. Pour éviter la dégradation de tout ce qui est transmission. Bah, c'est clair. Et du coup, après, on n'a pas fait de rencontre. Enfin, une fois qu'on a quitté le Salars, nos 4 compagnons et le Salars, on n'a pas fait de rencontre d'autres cyclos tout de suite. Et puis la rencontre avec les habitants, c'était après pour faire nos courses. On a discuté avec des agriculteurs aussi qui s'occupaient de quinoa. Mais c'était... il y a eu la nuit d'après où on était dans un autre village. Là, pareil, on cherchait un logement et puis on a rencontré un monsieur super... pardon ? C'était Dany, non ? Ouais, c'est ça, Dany, qui nous a hébergés dans son jardin et on a longuement discuté avec lui. Ça, c'était une rencontre très très chouette.
qu'on a pu faire. Donc lui, il était chercheur ou médecin. Je me souviens plus. Enfin, il avait un métier quand même. Non, il n'était pas. En effet, je crois qu'il travaille dans le milieu hospitalier, oui. Voilà, ouais, et puis donc il avait sa petite maison au milieu des montagnes. Et puis il vivait très simplement. Enfin, il avait repris une vie un peu comme une vie dans le temps de sa famille. Où bon bah voilà, tout est là. On s'occupe des bêtes. On fait un peu de jardin pour récolter ce qu'on a semé, et puis voilà, il était content, il était heureux. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'un peu partout, vous procurez du bonheur aux gens et ils vivent un peu grâce à vous de l'aventure par procuration, en fait. Je pense que soit les gens ne vous hébergent pas, soit ceux qui vous hébergent vous posent plein de questions et se disent « Ah, ils ont vraiment de la chance ». Ouais, et puis il y a vraiment une idée... Ouais, c'était le partage. Il y a vraiment l'idée du partage. On en reparlera avec la famille Choconapiccino. Il y a vraiment des fois des échanges. Bon, bah vous, c'est comment chez vous? Qu'est-ce que vous mangez? Quel est le plat typique français? Comment est-ce que vous vous déplacez globalement? Il y a toujours un échange culturel qui est super intéressant. Et bon, bah nous, voilà, il était là avec son quinoa. Pour reprendre cet exemple-là, bon, on était hyper intrigués. Comment il le vend à qui? Combien il a d'hectares, etc., etc. Et en fait, on en fait une conclusion derrière que bon, bah, globalement en Bolivie c'est de la petite agriculture, que le quinoa il est absolument pas fait pour le pays, il est souvent exporté pour les États-Unis ou l'Europe. Et bon, bah, c'est souvent des échanges. Mais comment il faisait pour être agriculteur et médecin ou chercheur? Il arrivait à cumuler les deux? Non, il est ensuite il a tout arrêté pour faire de la culture de quinoa. Ça marchait très bien. Et aujourd'hui encore, là, on a eu, il envoie des petites photos de temps en temps. Ça a l'air d'aller, quoi. Fait de la chasse aussi. Enfin bref, un monsieur à tout père, quoi. Ah ouais, c'est un homme de terrain, ouais. Voilà, c'est ça, c'est plus un retour à quelque chose de simple. Puis il est heureux comme ça plutôt qu'une vie dans une. Il pourrait être à la capitale et puis avoir une vie moderne, mais c'est pas du tout ça qui l'intéressait. Il était plus intéressé par l'histoire de son pays, et puis l'histoire de son pays, c'est travailler la terre, c'est ça, c'est s'occuper. Et lui qui a eu un peu d'argent en travaillant, est-ce qu'il a voyagé? Est-ce qu'il connaît un peu le reste du monde? Il n'a pas beaucoup voyagé, mais par contre, il regarde beaucoup la télé. Et du coup, c'est quelqu'un qui est très cultivé, quoi. Il avait déjà de très bonnes connaissances sur la France, l'Europe. Il y en a beaucoup comme ça qu'on rencontre sur la route. Ils n'ont pas forcément voyagé et ils se cultivent, quoi. Ils s'enrichissent à droite, à gauche. Je fais un retour en arrière, mais je pense au Maroc. Bon, plus d'une fois, les Marocains nous ont raconté l'histoire de la France en revenant vraiment. Ils sont intéressés, quoi. Et du coup, quand ils vont à l'école, par exemple, ils absorbent. Et puis des fois, ils étaient même plus au courant que nous. Ils pouvaient rentrer dans certains détails de l'histoire de France. Quelque chose auquel nous, on n'a pas été sensibles ou pas très intéressés. Ils nous apprenaient des choses, donc c'était bien. Bon échange. Ouais, mais j'ai vécu ça au Vietnam aussi, où un gars était fan de littérature française et il me disait « Ah, mais si tu es d'origine corse, alors je sais plus si c'était Lamartine, et le gars me dit « Ah, mais t'as dû lire tel bouquin de Lamartine où il y a un passage qui est magnifique sur la Corse et tout ça ?» Non. et le gars, pas au fin fond du Vietnam, mais c'est quelqu'un qui était très cultivé aussi et qui était incollable en littérature française. Et moi, j'ai pas lu autant que lui, bien loin de là, et je connaissais pas la plupart des références qu'il me faisait. C'était assez drôle. Il devait se dire, mais t'es sûr que t'es français et tu connais rien de tout ce que je te dis. Ouais, pareil que toi. C'est la même expérience. Voilà, on parle de la même chose. Ouais, c'est assez marrant. Mais moi, j'aime bien ces rencontres. Là, tout à l'heure, en préparant l'émission, on s'était dit qu'on allait faire la passe, mais je pense que on peut rester déjà conclure sur cette partie-là, parce qu'on a déjà passé un bon moment, et je pense que la passe, ça va mériter un épisode en entier. Ça marche. Là, quand vous êtes chez cette personne, chez Tony, c'est ça? Dany, vous êtes loin de la capitale? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'habitants ou c'est un truc paumé?
Alors là, on est sur un petit village où il y avait allez, 30 personnes, mais alors vraiment, s'ils sont tous là. Après, non, on n'était pas loin de La Paz, mais on n'a pas pris le chemin le plus court, parce qu'à ce moment-là, enfin, c'est pas à ce moment-là, on était déjà, bon, je ne sais plus à quel moment on a décidé de retourner au Pérou pour faire, de retourner au Chili, pardon, pour faire 2 parcs nationaux très connus. Il y a le grand parc de Las Vicuñas. Et on est revenu après, comme ça, en Bolivie, en passant par la région de Sarama. Et après, Sarama, qui est aussi, ça c'est splendide, on n'a pas passé assez de temps là-bas pour Sarama, c'est le nom d'un volcan. Et c'est du coup le volcan le plus haut de Bolivie, qui est absolument merveilleux. Et après, on a rejoint comme ça La Paz. En passant par les grands axes. Tu disais que vous étiez pas loin, mais c'est pas loin, c'est combien? En tout, ça fait. Là, donc, avec tout ce qu'on a fait. Non, le village, je voulais dire le village du gars, là, de Dany, il était à combien de La Paz? À vol d'oiseau. De La Paz à vol d'oiseau, comme ça? Ouais, à vol d'oiseau, je pense que c'était 300-400 km. Ah oui, quand même. Ouais. Non, tu as dit c'est pas loin, oui, quand même 400 bornes. Tu sais, chez les Ibro, c'est 2 jours de vélo. Hein. Oui, c'est ça, oui. Surtout qu'on aime bien parler à vol d'oiseau. Oui, Ouais. Oh, c'est pas Ça, mal. je suis un spécialiste. Hein. Ben oui. Bon, du coup, la semaine prochaine, on se fait La Paz? Avec plaisir. On fait ça. Ok, ben on se le garde pour la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Merci. Et puis, j'adore suivre vos aventures, donc je vous dis à la semaine prochaine. Ça marche, À la semaine Jean-Pierre. prochaine. Salut!